sanitaire, des mesures économiques également. Denis Jacquet, en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans quel état d'esprit ce soir après avoir entendu le président, puisqu'on imagine qu'avec le couvre-feu, on le sait bien, qu'il va y avoir des entreprises qui vont être en grande difficulté? Écoutez, je vais faire un peu d'humour comme mon prédécesseur, mais on n'a pas perdu le contrôle, certes, on ne l'a jamais eu. Donc effectivement, c'est très difficile de perdre le contrôle, un contrôle qu'on n'a jamais eu. La deuxième chose, c'est qu'il a repris plusieurs fois le mot d'infantilisation pour dire qu'il n'en faisait pas. C'est exactement ce qui se passe quand on est en train d'en faire. Donc j'étais en train de discuter avec un ami au téléphone en venant dans le studio et en parlant de taxi, en disant mais j'ai l'impression d'avoir 5 ans, d'être de retour en maternelle et d'avoir un professeur qui m'explique, au bout de 6 mois de virus, où on n'entend parler que de ça tous les jours à longueur de temps, qu'il faut utiliser du gel hydroalcoolique ou des masques. Je me demandais vraiment si soit il pensait qu'il y avait 68 millions d'attardés mentaux ou si véritablement on était sourd depuis le début de la crise et qu'on n'avait pas compris le message. Moi, je retiens 3 termes. La première chose, c'est qu'on est définitivement et officiellement en dictature. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à prononcer ce mot aujourd'hui en France. On a commencé par nous consigner chez nous. On a continué en fermant les frontières. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, les frontières européennes sont toujours fermées. Il y a en gros, en dehors de l'Europe, 20 pays ou moins dans lesquels on a le droit de se rendre, ce qui est une première mondiale. On n'a jamais vu ça nulle part, sauf en période de guerre. Je vous rappelle juste qu'on n'est pas en période de guerre. Donc on est officiellement en dictature. D'autant que dans un process démocratique, vous le savez, normalement un maire qui est élu a le pouvoir sur sa ville, un président de région sur sa région, et qu'aujourd'hui, c'est à nouveau le pouvoir central parisien qui impose sa loi sans même concerter les élus locaux et les élus régionaux. La deuxième chose, c'est l'incohérence. Le médecin le rappelait tout de suite. Donc le virus, effectivement, commence à contaminer. Alors avant, au-dessus de 5000 personnes en regroupement, et puis tout à coup à 1000, parce que le virus, tout à coup, il attaque à 1001. Il est vraiment méchant, ce virus. Tout à coup, tous les 2 mois, il change de cible, il change de volume. Il faut s'y adapter. On peut s'engouffrer dans le métro avec des tonnes de personnes qui sont à côté de vous, mais on ne peut pas aller dans un bar le soir. Enfin, la cohérence est juste stupéfiante d'un point de vue intellectuel. Enfin, je veux dire, même un enfant de 5 ans a compris qu'il n'y a aucune cohérence dans ces mesures. Puis la troisième chose, c'est l'inconscience. Et là, pour répondre à votre question, c'est pas que ça va avoir un impact sur les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aura entre 61 et 64 000 entreprises de moins de 20 salariés qui vont fermer dans les 2 prochains mois, et on pense que ce chiffre va peut-être doubler à partir du mois de janvier, le temps que les tribunaux assument les liquidations judiciaires. Même chose, et je crois que c'est le professeur Toussaint qui le rappelait sur un plateau sur lequel j'étais avec lui il y a très peu de temps. Il rappelait que 17 millions de passages dans les clubs de gym depuis le mois de juillet, 200 contaminations, et sous le contrôle du docteur, un contaminé n'est pas un malade puisqu'il peut être totalement asymptomatique, et pourtant on ferme les clubs de gym. Donc voilà, on peut aller dans le métro mais pas faire de la gym. Si on est assis, le virus passe au-dessus. Si on est debout, il passe sur le côté, mais tout à coup à 22 heures, il attaque. C'est ridicule. Je pense qu'on est en train de vivre la gestion de crise la plus ridicule. Alors pas la plus ridicule au monde, hein, il y en a d'autres comme nous, mais je rêve aujourd'hui d'être avec mon interlocuteur brésilien d'hier qui dit voilà, on recommence à vivre, la plaisanterie a suffi, et maintenant on reprend notre vie, parce qu'aujourd'hui avec 60 morts en France, on n'a aucune raison de mettre à sac notre économie, et malheureusement, et c'est pas méchant ce que je vais dire, même si on était à 200 ou 300 morts, dans un pays où on a habituellement entre 1600 et 1800 morts par jour, ça ne change rien. Enfin, et j'arrête avec ça, relisez les statistiques de l'INSEE qui viennent de sortir, mars, avril et mai en France, il y a une diminution de la mortalité par rapport, il y a eu beaucoup plus de morts en 2018, en mars 2018 qu'en mars 2020, et en ce qui concerne avril et mai, il y a eu plus de morts de 0,4% et uniquement sur les plus de 84 ans. Donc on est en train de mettre à sac notre économie pour un nombre extrêmement limité, et je le dis avec toute la réserve et toute l'humanité du monde, un nombre extrêmement limité. Pour quelques centaines de patients, on est en train de condamner 68 millions d'individus. Alexis Poulain, les fédérations dénoncent il y a quelques instants une fermeture déguisée de l'hôtellerie-restauration. C'est le cas, selon vous ? Oui, c'est un secteur sacrifié, comme beaucoup d'autres. Enfin, tous les secteurs à peu près du divertissement, du vivre ensemble, tous les secteurs qui accueillent la vie sont sacrifiés parce qu'il faut travailler. Le couvre-feu, vous savez, aucun pouvoir n'a lutté contre un virus avec un couvre-feu.
À quoi ça sert? Vous l'avez montré dans le sujet, ça sert simplement à lutter contre la révolte sociale. Donc ce que fait le pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il prévoit la révolte sociale qui va venir en 2021 quand les aides vont être asséchées, quand le chômage partiel va s'arrêter et quand les faillites seront trop nombreuses pour que le pouvoir ne puisse plus cacher en fait l'impéritie dans cette gestion de crise du Covid qui est devenue une crise sociale et économique. Ce soir, Emmanuel Macron n'a à aucun moment rappelé les chiffres réels de cette épidémie. Que ce soit le taux de mortalité, que ce soit le nombre de personnes aujourd'hui en réanimation, que ce soit la réalité des urgences, à part le fait de dire qu'il n'y a pas assez de lits. Ça, c'est son fait. C'est le fait aussi de Jean Castex lorsqu'il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est le fait de cette caste qui s'est approprié l'État et qui ne contrôle plus rien. Alors peut-être qu'il serait temps que les citoyens français reprennent le contrôle de la démocratie et de l'outil républicain, parce que ce qu'il se passe ce soir, c'est n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse et qui dépasse beaucoup d'entre nous. Je pense que tous les téléspectateurs étaient sidérés en entendant cette histoire de couvre-feu, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de 6h à 21h, le virus, finalement, ne peut pas vous atteindre parce que vous travaillez. Mais que de 21h à 6h, eh bien, comme vous êtes chez vous, il ne vous atteindra pas. L'histoire de rentrer dans la vie privée des gens, de dire que vous ne pouvez pas recevoir plus de 6 personnes, c'est du jamais vu. Mais enfin, qui sort ce chiffre de 6? Comme rappelez-vous le confinement, on avait sorti le chiffre de 100 km. On ne pouvait pas dépasser les 100 km autour de son domicile. Tout ça, c'est Orwell. Tout ça, c'est de la science-fiction. On est en train de vivre une dystopie autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, qui est en train de nous faire perdre pied avec la démocratie et avec le bon sens. Parce qu'Emmanuel Macron, ce soir, nous dit tout cela avec un petit sourire narquois, en parlant de bon sens, en parlant d'efforts communs, en parlant du fait qu'il a besoin de tout le monde pour mettre en place ces mesures qui n'ont aucun sens. Si on veut lutter contre le virus, on ne fait pas ça, tout simplement. On entend en permanence qu'il y a, alors là on va le dire, donc plus de 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, des cas très souvent qualifiés de Covid-19. Mais si je comprends bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, la Covid-19, c'est le nom de la maladie. Et lorsqu'on est testé, vous me reprenez si je me trompe, professeur, on est testé à la présence d'un virus. Ce n'est donc pas la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Est-ce que, quand on entend beaucoup de médias qui disent il y a 27 000 nouveaux cas de la Covid-19, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On est testé lorsqu'on est positif à la présence d'un fragment d'ARN viral. C'est-à-dire même pas au virus. Et on mélange au milieu de tout cela des sujets qui sont guéris, des sujets qui sont non contagieux, des sujets qui sont asymptomatiques, des sujets qui sont peu symptomatiques, des sujets malades et des sujets sévères. Et on ne sait plus faire le tri au milieu de tout cela, sans compter même les faux négatifs qui oublient de dépister ou les faux positifs qui, par excès, vont trouver des gens qui n'auraient jamais rencontré le virus. Sur l'ensemble de ces points, on n'arrive plus maintenant à trouver le lien qui nous ramène à la maladie, qui est la certitude de cas sévères qu'il faut voir sur les formes sévères et sur les décès. Or, comment on le fait maintenant, et vous faites bien de mentionner cette dérive sémantique qui est donc, quand on dit qu'il y a 27 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, 26 896... Il y a 27 000 tests positifs. Ça ne veut pas dire 27 000 nouveaux malades, on est bien d'accord. Loin de là. Voilà. Loin de là. Et donc, on va avoir par cet effet, finalement, un changement qui nous a fait passer du décompte de la mortalité quotidienne à celui de ces tests positifs. Si nous avions la même létalité que celle que nous avions eue au mois de mars, c'est-à-dire le rapport du nombre de décès sur le nombre de positifs qui était de 10 à 20% selon les jours, il aurait dû y avoir hier 5 400 décès en France. Nous en avons connu 54. Ce qui veut dire que cet état de fait nous démontre une maladie qui est 50 à 100 fois moins létale. Il ne comprend plus rien quand on voit, le professeur, le docteur Véran, puisqu'il est aussi médecin, nous annoncer que la courbe est en hausse. Là, on parle, c'est parce qu'on teste de plus en plus de monde, on le rappelle de nouveau. La courbe des tests positifs est en augmentation, mais pas la courbe de la mortalité dans les mêmes proportions. Et c'est ça qui est important, c'est ce que je disais au début. Elle est 40 fois moins importante en ce moment. Et donc, on se retrouve dans une situation qui montre que les modèles et les algorithmes qui ont été employés pour annoncer 500 000 décès en France, 100 000 décès en Suède, montrent qu'ils n'ont pas les hypothèses fondées
pour pouvoir éclairer la réalité. C'est ce que je n'ai cessé de répéter en disant il faut observer le réel et s'y conformer pendant tout l'été. Il n'y a pas eu de deuxième vague à chaque fois qu'elle avait été annoncée et donc les critères qui étaient les critères algorithmiques et mathématiques n'étaient pas les bons. Maintenant, on se trouve dans une situation dans laquelle on dit une deuxième vague. La réponse est non, c'est une phase dans laquelle on voit réaugmenter 40 fois plus lentement une valeur sur les hospitalisations, la réanimation et la mortalité que nul ne conteste. On voit cette augmentation. Mais 40 fois plus lente, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois de plus, ça veut dire que le changement intégral dans lequel s'est fait les conditions de la propagation des formes létales, des formes mortelles de la maladie est totalement différente et en particulier parce que l'immunisation de la population a extraordinairement progressé pendant l'été. Si ce virus ne disparaît pas, il va effectivement être là pour beaucoup plus longtemps encore. C'est-à-dire qu'il peut être persistant très longtemps. Et vous pensez qu'on peut en arriver à bout au bout de combien de temps? La question n'est pas d'en arriver à bout, la question est de savoir comment l'adaptation de notre espèce va se faire par rapport à ce que seront les mutations successives de ce virus. S'il se dégrade en virulence, il va probablement et progressivement disparaître. Si notre immunité se renforce, ce qui est en train de se faire, je l'ai dit, alors à ce moment-là, comme pour la Suède, 0 décès hier, on verra une capacité à faire circuler un virus qui n'aura plus la létalité qui était la sienne au printemps. C'est exactement ça dont on voit finalement l'un des effets et la différence en termes de létalité pour l'Europe comme pour la France nous rapproche de ce que sont finalement les démonstrations suédoises. Et ce que je note, c'est que l'auteur de cette stratégie et de cette cohérence expliquée à la population suédoise, Johan Giesecke, est maintenant conseiller à la direction de l'OMS. Que je sache, les conseillers français n'y sont pas. Juste avant, j'introduis avec une citation d'un site que je vous encourage à découvrir, Swiss Propagande Recherche. L'effet sur le coronavirus. J'ai sélectionné juste le point 20 de ce site internet qui me paraît intéressant. Le lanceur d'alerte et dénonciateur de la NSA, Edward Snowden, a averti que la crise Corona était utilisée pour l'expansion massive et permanente des outils mondiaux de surveillance. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête en tant que citoyen éclairé. Le célèbre virologue Pablo Goldschmidt a parlé de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires. Voilà, j'essaie en permanence de m'appuyer sur des personnes compétentes, connues et reconnues dans leur domaine, et je suis simplement un transmetteur. L'infectiologue britannique John Oxford a parlé d'une épidémie médiatique. Donc pour moi, c'est 3 éléments à retenir. À la fois, le coronavirus est un projet d'expansion massive des outils mondiaux de surveillance. C'est une démarche de terreur médiatique mondiale et de mesures totalitaires. Et c'est aussi donc une épidémie médiatique. Donc face à cette épidémie, nous faisons la contre-propagande citoyenne. C'est une histoire de fou qui nous montre que ceux qui nous dirigent nous prennent décidément pour des cons. C'est l'histoire de la cession de Suez, numéro 2 français de la gestion de l'eau et des déchets, à Veolia, numéro 1 français du même secteur. A priori, c'est moins grave que le rachat d'Alstom, fleuron industriel français, par le groupe américain General Electric, qui s'est pressé de le démanteler. Mais cette histoire Suez-Veolia est porteuse de nombreux problèmes. Des problèmes assez bien résumés par l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg dans une lettre adressée au Premier ministre Jean Castex et rendue publique. Le premier problème, qui n'est pourtant pas apparent, est qu'on se dirige, certes indirectement, vers un scénario ressemblant à celui d'Alstom. Le démantèlement de l'unité de Suez, vous le savez, conduira à la revente et à la dispersion de 70% des activités de Suez en France, afin de respecter le droit de la concurrence. Dans le secteur des déchets, Veolia sera contrainte de procéder à une revente par appartement des actifs de Suez, ce qui bouleversera et paralysera le secteur, offrant à cette occasion aux Chinois des opportunités de prise de guerre en France sur ce secteur qu'ils guignent. Le second problème est que cette fusion va fatalement détruire des emplois. Le troisième problème est que cette fusion aboutira au final à une augmentation du tarif de l'eau, quasi monopole oblige. Souveraineté, emploi et pouvoir d'achat, les Français ont tout à y perdre. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est la manière dont cette opération a été menée. Plus précisément, l'opération qui a consisté pour le groupe énergétique Engie à céder à Veolia ses actifs dans Suez, c'est-à-dire 29,9% des parts,
Pour mieux comprendre ce qui s'est joué, il faut visualiser le conseil d'administration d'Engie. 13 administrateurs, dont 4 représentants des salariés, 2 CFDT, un CFE-CGC et un CGT, 3 représentants de l'État et 6 administrateurs dits indépendants. À la base, seule la CGT est hostile au projet. Le gouvernement est pour cette cession qui signe indirectement la prise de contrôle de Suez par Veolia. Mais finalement, Bruno Le Maire estime que Veolia ne donne pas assez de garanties, notamment en termes d'emploi. Officiellement, l'État change d'avis et s'oppose à la vente. La CFDT Énergie suit. Dans un communiqué, la CFE-CGC exprime son hostilité à l'offre Veolia. Et dans le même temps, une offre concurrente portée par Ardian, un fonds de capital investissement français, émerge. Elle permet de ne pas tuer Suez à petit feu, garantit l'emploi à les faveurs des salariés. On se lève tous pour Ardian ? Non. La seule condition que demande le fonds Ardian est un peu de temps afin de construire une offre de reprise raisonnable. Au moins 6 semaines, disent ses représentants. Ce que s'empresse de lui refuser le président d'Engie. Une offre ferme et chiffrée doit être déposée au plus tard lundi. Tout au long du week-end, les pressions se multiplieront de toutes parts, jusqu'au sommet de l'État, selon nos informations, pour pousser le fonds Ardian à renoncer. Donc, vous avez un vendeur, Engie, qui ne veut pas faire jouer la concurrence entre acheteurs pour obtenir un meilleur prix. Et vous avez surtout l'État, qui dit officiellement non à l'offre de Veolia, mais qui torpille la concurrence de Veolia. L'épisode le plus étrange de cette drôle d'histoire a lieu le 5 octobre. La concurrence neutralisée, le conseil d'administration d'Engie doit valider ou rejeter l'offre Veolia. Sur le papier, le match est serré. L'État et les représentants des salariés sont a priori hostiles. Les 3 représentants de l'État votent effectivement contre, la CGT aussi, et la CFDT. Coup de théâtre, ces 2 représentants quittent la salle et refusent de voter. Le corps électoral passe de 13 à 11. Le camp du oui à Veolia a mathématiquement gagné. La CFE-CGC n'a plus qu'à voler au secours de la victoire. Et comble de la bizarrerie, si l'on en croit Mediapart, c'est l'Élysée, en la personne de son secrétaire général Alexis Kohler, présenté comme le vice-président de Macron, qui a convaincu la CFDT de tuer le match. Mais ça veut dire quoi tout ça ? Soit l'État faisait semblant de combattre le projet Veolia, soit l'Élysée a torpillé Bercy. Dans tous les cas, c'est un scandale. Laissons le mot de la fin à Arnaud Montebourg. Cette affaire ressemble à une distribution oligarchique d'avantages dans un cercle restreint d'amis privilégiés du pouvoir. Malgré le contexte, on a décidé, nous, de se mettre en danger pour venir vraiment alerter sur cette crise climatique qui n'arrête pas et sur ce gouvernement qui est coupable et complice de tout ce qui se passe par rapport à ça, qui a décidé de ne rien faire pour endiguer la catastrophe et qui continue de faire comme si de rien n'était au nom du sacro-saint profit. En fait, je pense que moi, personnellement, j'ai déjà tout essayé. Les manifestations pacifiques, non violentes, tout ça, ça marche pas. Donc là, c'est de la désobéissance civile. On bloque parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Si les policiers nous tirent dessus, à moins d'arracher le bras, il n'y a rien à faire, donc il faut tout démonter et ça prend énormément de temps. Le gouvernement ne fout rien, donc voilà, on essaie de faire passer le message comme quoi c'est très urgent et qu'on est prêt à se mettre à terre pour le faire. On compte rester 3 jours, on compte organiser des débats, des prises de parole, des assemblées populaires pour vraiment permettre aux gens de nous rejoindre et de se rassembler pour discuter de ce sujet.